Bonjour, une vidéo donc pour présenter les principales roches étudiées donc dans le programme de Terminal S de géologie. Alors, il faut se rappeler que ces roches font partie de trois familles. Vous avez donc les roches magmatiques, roches issues de la cristallisation d'un magma, les roches métamorphiques issues de la transformation à l'état solide, on passe pas par la mise en place d'un magma, d'une roche mère qui va, sous l'effet de variations de température et de pression, changer. Et les roches sédimentaires issues de l'altération, du transport des produits de l'altération qui vont dans un bassin sédimentaire sédimenter en couches qui, en consolidant, donneront donc ce qu'on appelle les roches sédimentaires. Donc trois familles de roches. Alors on commence par les roches magmatiques de la croûte continentale. Donc cette année, vous avez vu en fait deux catégories de roches magmatiques présentes au niveau de la CC, les roches magmatiques volcaniques et les roches magmatiques plutoniques. Pour les roches magmatiques volcaniques, retenez deux noms, les andésites, les rhyolites. Rappelez-vous que ce sont des roches donc qui sont mises en place dans un contexte de subduction. La subduction va faire naître un magma en profondeur, magma qui va remonter, traverser la CC et venir au contact de l'air. Donc ce refroidissement brutal du magma va donner naissance à des roches de texture hémicristalline ou microlithique qui vont donc être les andésites et les rhyolites. Rappelez-vous aussi que ces roches sont nées dans un contexte de volcanisme explosif, lié au magma très riche en silice, donc très visqueux, et au gaz. L'autre catégorie de roches magmatiques de l'ACC, étudiée cette année en terminale, ce sont les roches magmatiques plutoniques, les granites, les diorites, les granodiorites, qui forment le groupe des granitoïdes. Ces roches sont nées aussi dans ce contexte de subduction. Le magma remonte, mais reste bloqué dans ce cas-là dans la croûte continentale, forme d'immenses bulles de magma qui va donc ce magma subir un refroidissement lent progressif et donner naissance à des roches de texture grenue, holocristalline, qu'on appelle donc des plutons de granitoïdes. Alors 20% du magma évolue sous forme de roches magmatiques volcaniques, 80% du magma donne ces roches magmatiques plutoniques. Et ce que vous devez évidemment comprendre, c'est que cet apport permanent dans ce contexte de subduction de nouveaux matériaux, sous la forme des roches dont on vient de parler, forme ou est responsable de ce qu'on appelle l'accrétion continentale, cette capacité de créer de la nouvelle croûte continentale. Donc faire le lien entre ce magmatisme et l'accrétion continentale. Deuxième catégorie de roches, toujours au niveau de la CC étudiée, les roches métamorphiques. La première roche étudiée cette année, c'est le gneiss. Se rappeler que le gneiss, en fait, est un marqueur de l'épaississement crustal. Pourquoi ? Parce que on considère que le gneiss, est issu de la transformation d'une roche mère, comme un granit, et que pour transformer un granit en gneiss, il suffit d'augmenter la température et la pression. Et donc c'est dans un contexte de collision, quand la CC s'écaille et que les écailles crustales s'empilent, on parle de charriage, de chevauchement, que ces chevauchements enfouissent le granit à plus haute profondeur, plus haute pression. Du coup, le granit devient un gneiss. Donc le gneiss est un marqueur fort de l'épaississement crustal qui caractérise une chaîne de collision. La deuxième roche étudiée toujours au niveau de la CC est la migmatite. Donc c'est une roche un peu particulière, puisque c'est une roche qui mélange des parties gneiss et des parties granitiques. Et donc là aussi, la migmatite est un marqueur de l'épaississement crustal, puisqu'il suffit d'enfouir un granit plus profondément, d'augmenter la température et la pression pour qu'une partie justement de ce gneiss, pas du granit mais du gneiss, commence à fondre, donner un magma, donc un jus qui en recristallisant va donner une partie granitique. Donc quand on a ce mélange en profondeur d'une roche qui associe des parties gneiss et des parties granitiques, on parle d'une migmatite, et cette migmatite est aussi un témoin encore de l'épaississement crustal qui caractérise la mise en place d'une chaîne de collision. Petite remarque, les granites aussi qui se créent dans ce contexte particulier d'épaississement forment aussi ce qu'on appelle les granites d'anatexie et participent aussi à un moindre coût, mais à l'accrétion continentale. Pour la croûte océanique, cette année, là, dès la première S, on a vu évidemment la composition de la croûte océanique avec des basaltes en surface sous forme de pilolavas, de texture hémicristalline microlithique, et le gabbro, qui forme donc la partie profonde de la croûte océanique de texture grenue holocristalline. Cette année, on rajoute à ces roches magmatiques de l'ACO, les roches métamorphiques de l'ACO. Vous avez vu cette année les métagrabeaux à chlorite, faciès schiste vert, les métagabbros hornblende, que j'ai pas placé là sur mon schéma, et ces métagabbros sont des doubles marqueurs. Ce sont des marqueurs du vieillissement, de l'expansion océanique, puisque le gabbro va s'éloigner de la dorsale, subir un métamorphisme de basse température, basse pression, et évoluer sous la forme de ces métagabbros,
à hornblende, à chlorite, actinote. Donc ces roches, par exemple les schistes verts, sont déjà des marqueurs de cette expansion. Mais en plus de ça, rappelez-vous, ce sont des marqueurs de l'hydratation de la croûte océanique lors de cette expansion, parce que, notamment les métagabbros à chlorite, et ben les minéraux que sont la chlorite, l'actinote, sont des minéraux donc qui possèdent des ions H-, hydroxyde, qui témoignent de son hydratation. Donc ici, vous avez des roches qui témoignent à la fois du vieillissement, de l'expansion océanique, mais aussi de l'hydratation de la croûte océanique. Autre roche métamorphique étudiée cette année au niveau de la croûte océanique, on a parlé des schistes bleus, métagabbro-glucophanes de l'éclogite, qui sont aussi des roches, des métagabbros, donc des roches issues de la transformation métamorphique des gabbros précédents. Ils témoignent, donc ce sont des doubles marqueurs aussi, ils témoignent à la fois d'un métamorphisme de basse température, haute pression, donc d'un contexte de subduction, mais notamment l'éclogite, est un marqueur aussi de la déshydratation de la croûte océanique lors de la subduction. Puisque rappelez-vous, les minéraux qui constituent l'éclogite, comme les grenats, la jadite, sont des minéraux anhydres. Ça veut bien dire que ne possédant plus d'eau, l'eau a été libérée en subduction. Donc les schistes bleus, les éclogites sont à la fois des marqueurs par le métamorphisme BTHP d'un contexte de subduction, et aussi des marqueurs de la déshydratation de la croûte océanique en subduction. Vous avez aussi vu les roches sédimentaires dans le chapitre 4, la disparition du relief. Donc vous avez compris que pour fabriquer des roches sédimentaires, on érode le relief, on altère les roches qui sont en relief. Ces produits d'altération sont transportés par différents vecteurs et se retrouvent dans des bassins sédimentaires, mer, océan, où ils sédimentent sous forme de strates et en se consolidant donnent naissance aux roches sédimentaires, schistes, grès, calcaires. Et pour finir, l'autre roche importante dont on parle beaucoup, c'est la roche du manteau, qu'on appelle la péridotite, de texture grenue, composée d'olivine de pyroxène. Si vous connaissez en fait la roche, la péridotite froide cassante du manteau lithosphérique de densité 3,3, et une péridotite un peu plus chaude, on est au-delà de l'isotherme 1300 degrés Celsius, toujours solide mais ductile, de densité 3,25. Voilà, donc un petit tour d'horizon des différentes roches du programme de terminale.